Oui, bonjour à tous. Je pense que une grande partie des participants sont là, donc on va commencer. Je vais peut-être donner la parole à Elisa pour commencer, et puis à Xavier, et ensuite je vous parlerai du programme et du déroulement de cet atelier. Peut-être juste tout au début, avant de commencer, deux choses importantes. On enregistre, donc sachez-le bien, cet atelier est enregistré. Également, ce qu'on a fait, c'est quand vous entrez, on vous met sur mute. Quand ce sera le moment des échanges, on vous laissera vous remettre à nouveau en, en actif pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Donc, Elisa, je te donne la parole pour commencer. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce premier événement inaugural. Je suis Elisa Salamanca, je suis la directrice du département innovation données au sein de la DSI de la PHP, qui s'occupe notamment de la mise en œuvre de l'entrepôt de données de santé donc de la PHP. Alors, ça fait presque un an, un peu plus d'un an même, qu'on a signé le partenariat entre la PHP et Sky, le Centre d'intelligence artificielle de Sorbonne Université. Et donc, cet événement, qui est un peu un événement, une première, avec Datacraft, qui est organisé vraiment dans une optique de collaboration entre l'entrepôt de données de santé de la PHP et plus généralement la communauté médicale de la PHP et l'écosystème académique et de data scientist assez élargi que représentent Sky et Datacraft. Donc pour nous, c'est vraiment une occasion de vous présenter alors ce que c'est que l'entrepôt de données de santé, les données qui sont présentes, les travaux qu'on fait nous à la PHP autour de notre EDS, mais aussi les projets qui sont déjà lancés en lien avec Sky et donc ce qu'on peut faire en alliant ces différentes compétences et les informations qui sont générées à la PHP. Donc j'espère que ce sera vraiment l'occasion de susciter des envies, des collaborations et voilà, de générer des partenariats pour les prochaines années à venir. Et je laisse la parole à Xavier Fresquet. C'est bon. Bonjour. On va y arriver. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes, et merci Elisa, merci Isabelle. Donc évidemment, c'est un plaisir de se retrouver tous aussi nombreux aujourd'hui pour déjà parler de données de santé et parler de l'entrepôt des données de santé et des travaux qu'on pourrait être amené à faire en partenariat avec la PHP, en partenariat avec Datacraft et avec différents acteurs. Donc nous, Sky, on est un centre, un institut d'intelligence artificielle qui regroupe les forces d'IA de Sorbonne Université dans le domaine des mathématiques, de la robotique, de l'informatique, des sciences humaines et sociales, de l'environnement, de la médecine aussi. Et on a vocation à être voilà, une sorte de catalyseur pour des nouveaux projets interdisciplinaires. Là, c'est clairement le cas, intersectoriel, pourquoi pas, avec des petites, des moyennes entreprises, avec différents types d'acteurs, euh, pour développer des projets innovants. Et l'entrepôt des données de santé qu'on va découvrir cet après-midi tous ensemble est un outil exceptionnel pour pouvoir mener de tels travaux et avoir des idées innovantes. Donc, c'est un vrai plaisir d'organiser ça, d'organiser tout ça ensemble. Et on en reparlera tout à l'heure, mais l'idée pour mettre vraiment un coup d'accélérateur à ces collaborations, l'idée, c'est que cet événement soit suivi par un autre événement à Sorbonne Université pour initier des partenariats, et on en reparlera après les différents exposés. Donc, je laisse la parole à Isabelle qui va vous présenter le programme de cet après-midi qui est passionnant. Oui, bonjour à tous. Juste quelques mots sur Datacraft. En fait, nous, on est un club qui permet aux experts data de se retrouver entre pairs pour un échange de bonnes pratiques. C'est un des meilleurs moyens, en fait, de développer ses compétences et puis d'accélérer les projets de chacun. On est tout domaine. Évidemment, la santé, c'est un axe qui nous tient à cœur, mais vraiment les membres de Datacraft, ce sont sur tous les secteurs d'activité. Donc cette collaboration, aujourd'hui, on l'initie en général à
En plus, il y a les contraintes Covid. Mais l'idée, c'est vraiment derrière, en fait, d'initier des collaborations, probablement en plus petits groupes, voilà, pour vraiment pouvoir travailler ensemble. Je vais vous présenter le programme. Peut-être juste une chose, vous verrez, il y a des temps d'échange. Et donc, pour simplifier, ce qu'on vous propose, c'est que dans le chat, vous écriviez vos questions, on essaiera de les regrouper. S'il n'y a pas trop de questions, chacun pourra les poser. Sinon, on les posera nous. Et si on posait mal votre question, n'hésitez pas à lever la main dans le chat pour qu'on vous donne la parole. Mais sinon, du coup, on essaiera d'organiser les questions. Comme le disait Xavier, à la suite en fait, de cette séance inaugurale, on pourra vous solliciter. Voilà, on échangera et on créera des petits groupes pour pouvoir travailler. Voilà, plus en mode workshop, à distance et puis en présentiel. Alors le programme, en fait, on a un certain nombre de présentations. Bah, au départ, l'idée, c'est vraiment de vous présenter l'entrepôt de données de santé. Voilà comment il est constitué, le type de données qu'il a, comment on peut travailler sur ces données. Et puis il y avait trois thématiques qui étaient importantes pour nous tous, et notamment pour la PHP, qui sont une première thématique sur tout ce qui est computer vision. Donc il y aura une présentation sur cette thématique-là, et puis un échange. Une deuxième thématique sur la vérification des données, la façon dont on peut les rendre accessibles notamment. Et puis une troisième thématique sur tout ce qui est traitement naturel du langage et voilà, et qui fera aussi l'objet d'une présentation avec des échanges. Donc je vous propose pour commencer de donner la parole à la fois à Stéphane Bréant et à Claire Hassen-Kodja pour une présentation de l'entrepôt de données de santé, et puis aussi à Christelle Daniel. Je pense que voilà, c'est une présentation collaborative sur l'entrepôt de données de santé. Peut-être, je ne sais pas, je crois que c'est Stéphane qui commence. Oui, bonjour. Bonjour à tous, Stéphane Bréant. Donc, je travaille à la DSI domaine innovation et données de la PHP et j'ai en charge la partie recherche sur l'entrepôt de santé. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'entrepôt, les enjeux, la gouvernance qui a été mise en place autour de l'accès aux données, les données, la plateforme et les solutions, bien sûr. Et puis, on fera un focus sur nos partenariats de l'écosystème data science et innovation, et puis quelques propositions de quelques thématiques data science et IA. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, plusieurs enjeux. Le premier, c'est de faire de la PHP un leader hospitalier du big data. L'idée, c'est qu'autour des données, de la technologie et des services qu'on peut proposer, c'est de donner à nos chercheurs la possibilité de travailler, d'accéder aux données, des données que l'on collecte au moment des soins sur l'ensemble de nos 39 hôpitaux pour pouvoir faire de la recherche. Donc aujourd'hui, au niveau des données, c'est un entrepôt de santé qui stocke les données de plus d'1 million de patients. L'idée, c'est de pouvoir faire de la recherche sur données à travers des cohortes, des registres, des bases de données de recherche pour la clinique et l'épidémiologie. Et puis, bien sûr, proposer une expertise autour de la donnée, autour de la standardisation, de la fiabilisation. On en parlera un petit peu plus tard. Et puis, au niveau technologie, donc une plateforme sécurisée, homologuée HDS, et vous proposer des outils qui restituent les données avec lesquels vous allez pouvoir sélectionner des patients, visualiser les données de ces patients et bien sûr réaliser des analyses poussées sur un cluster de calcul. Prochaine diapo, voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec ces outils et ces services, être en soutien à la recherche, pour pas faire, comme je vous l'ai dit, de la recherche sur données, mais aussi proposer d'optimiser la recherche clinique. Le troisième enjeu, c'est aussi, grâce à toutes ces données entreposées dans l'entrepôt de santé, de faciliter le pilotage de l'activité hospitalière, donc proposer des outils
qui restitue les données à travers des tableaux de bord, le suivi de l'activité. Et puis, quatrième enjeu, bien sûr, qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est l'innovation, la data science. Et donc, pour pouvoir proposer de travailler sur les données, les analyser, de créer, de développer, de valider des algorithmes d'aide à la décision médicale. Prochaine diapo. Voilà, donc pour cela, on a mis ensemble en place une gouvernance des données qui s'appuie sur une partie réglementaire. Donc, sachez que l'entrepôt de santé a une autorisation qui a été délivrée par la CNIL en janvier 2017 et donc est conforme à la RGPD. Ensuite, on a mis en place donc, un comité scientifique et éthique qui permet d'instruire toutes les demandes d'accès aux données pour faire de la recherche multicentrique à la PHP. Et bien sûr, on s'appuie sur toute la technologie qui va être présentée aujourd'hui. Et on s'intéresse aussi avec la DRCI à toute donc, la délégation de la recherche clinique et de l'innovation à la PHP, à la valorisation de toutes ces données. Voilà. Les données disponibles aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, c'est en volumétrie, c'est plus de 11 millions de patients, 20 millions de séjours, 40 millions de documents médicaux, ce qui nous permet de réaliser des analyses sur des données structurées ou non structurées sur l'ensemble des domaines suivants, hein, les données administratives, bien sûr, donc tout ce qui est autour de la démographie du patient, les mouvements, les séjours, les données du PMSI qui nous permettent souvent de commencer à sélectionner des patients sur les diagnostics et les actes, et puis les données du soin. Donc vous allez retrouver toutes les données du soin à travers, par exemple, au niveau structuré de la biologie, mais aussi toutes les données de spécialité, les urgences, les données de réanimation à travers des données physiologiques, les données du circuit du médicament. Et puis, comme je vous l'ai dit, on vous met à disposition des comptes rendus pour pouvoir aussi réaliser des travaux de traitement automatisé du langage. Les dernières données arrivées en lien avec le Covid sont les données qui proviennent de l'application Covidom. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, petit à petit, donc, le département a mis en place, à travers son équipe technique, une plateforme d'accès aux données, donc une plateforme qui se décompose en plusieurs axes de travail, hein, l'intégration des données et leur modélisation. Donc, on les propose dans un format de restitution qu'on appelle OMOP pour une standardisation des données pour la recherche. Bien sûr, on s'appuie sur plusieurs référentiels. Hein. Vous connaissez SIMDI, CCAM pour les données PMSI, mais il y en a plein d'autres. L'idée, c'est de pouvoir stocker toutes ces données qu'on intègre depuis nos bases de production de soins, donc en SQL, mais aussi avec une architecture dite Big Data avec Hadoop, Solaire. Et puis derrière, la diffusion des données ou la restitution, c'est de pouvoir accéder aux données via le portail Jupyter, donc c'est l'accès au serveur pour réaliser des statistiques, hein, de l'épidémio, mais aussi développer des algorithmes d'aide à la décision médicale. Donc voilà les solutions. Aujourd'hui, si je parle du pilotage, ça va être la solution Cognos avec un pilotage, avec un portail du pilotage à PHP qui a été mis en place. Ensuite, pour la recherche, on vous propose une suite logicielle, notamment à travers I2B2 à aujourd'hui. Cet outil sera remplacé très rapidement par Core 360, qui est un nouvel outil qu'on développe chez nous. Et donc ça, c'est pour la sélection de patients et la visualisation des patients, la recherche facilitée textuelle dans les comptes rendus, et puis l'accès à Jupyter pour l'analyse plus poussée des données. Sphere, c'est un outil, c'est un pack, si vous voulez, qu'on a développé qui permet d'accéder aux images et pour pouvoir faire du traitement d'images.
Sur cette diapo, on vous a mis une copie d'écran de notre nouvel outil, l'Encore 360, qui vous permet d'accéder à votre environnement de travail en haut à gauche. Vous pouvez accéder du coup à l'ensemble des données des patients que les médecins prennent en charge, mais aussi que les équipes de recherche vont prendre en charge pour la recherche. Et donc, on aura accès à toutes ces requêtes, à toutes ces cohortes via cet outil. L'idée, c'est ensuite d'avoir une vue populationnelle avec un tableau de bord avec quelques graphiques représentant les données des patients pour avoir une visualisation de ces données. Et ensuite, on va pouvoir aller jusqu'à visualiser toutes les données d'un patient. L'autre grande fonctionnalité qu'on développe en ce moment, c'est le requêtage des données à travers cet outil. Et ensuite, il sera possible d'exporter vers... Donc ça, c'est pour constituer une cohorte et l'affiner même manuellement. Et ensuite, il sera possible d'exporter les données de cette cohorte vers la plateforme Jupyter pour bénéficier de toute la puissance et la performance de la plateforme pour effectuer l'analyse. Il s'agit ici d'une copie d'écran d'un tableau de bord qu'on fait avec Cognos. Donc là, c'est vraiment plus destiné à nos décideurs dans les hôpitaux pour pouvoir suivre. Par exemple, là, c'est plutôt l'activité en imagerie, mais on a aussi mis en place des tableaux de bord pour suivi de l'épidémie de la Covid. Voilà, donc là, je vais pouvoir passer la parole à Christelle Daniel qui va vous présenter un petit peu les projets. Donc, les projets en cours sont des projets soit qu'on dit classiques, soit des projets sur la thématique de la Covid-19. Juste que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est d'aller faire un tour sur notre site eds.aphp.fr où l'ensemble de ces études sont répertoriées et vous avez énormément aussi d'informations sur l'entrepreneuriat de santé. Merci et je passe la parole à Christelle. Oui, donc bonjour à tous. Donc oui, effectivement, si vous voulez voir les recherches en cours dans leur détail, les différentes thématiques, vous pouvez vous rendre sur le site de l'EDS, sur la diapo suivante. Donc en fait, je vous ai extrait quelques exemples de ces projets en cours, un petit échantillon dans le domaine des études épidémiologiques et également des développements de l'intelligence artificielle. Donc, en ce qui concerne les études épidémiologiques, vous allez voir qu'elles sont vraiment dans des spécialités médicales très diverses et ont des objectifs soit de faire des statistiques descriptives ou alors faire de l'évaluation diagnostique ou pronostique. Donc, par exemple, quels sont les profils de recours aux soins hospitaliers des patients drépanocytaires, l'influence des comorbidités psychiatriques sur des durées d'hospitalisation, l'identification de facteurs pronostiques d'évolution défavorable de patients hospitalisés pour grippe en réanimation. Et à noter que dans le même ordre d'idées, dans le cadre du suivi de la pandémie Covid, plusieurs projets ont actuellement pour objectif de développer des scores pronostiques précoces concernant les patients Covid pour orienter leur prise en charge actuellement. Donc, on a également des projets par exemple sur l'impact de la consommation individuelle d'antibiotiques sur l'émergence de résistance des bactéries, sur des études pronostiques concernant la rhumatologie, donc l'étude pronostique avec évaluation d'un risque de fracture à faible traumatisme chez des patients âgés. Donc, vous voyez une diversité de spécialités médicales et une diversité de questions épidémiologiques. Sur la diapositive suivante, on a extrait quelques exemples de projets de développement ou d'évaluation d'algorithmes d'intelligence artificielle. Une bonne partie d'entre eux concernent le domaine de l'imagerie médicale avec des objectifs différents. Par exemple, le développement de tâches de segmentation, de détection automatique d'organes au sein d'échographie abdominale. C'est un projet qui
est également un projet Health Data Hub. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. On a également, dans le contexte de l'IA en imagerie médicale, des projets qui ont pour objectif de détecter automatiquement et de caractériser des caractéristiques morphologiques dans l'image. C'est le cas pour la détection automatique d'anomalies de TEP scan dans le cadre de la cancérologie, la détection automatique de lésions dégénératives cérébrales sur des IRM cérébrales et la détection automatique de lésions prostatiques précancéreuses sur des IRM à nouveau. Donc, diapositive suivante. Mais en ce qui concerne ces exemples de projets de développement ou d'évaluation d'algorithmes IA, on a des projets qui ont été déposés dans différentes spécialités médicales en réanimation j'ai évoqué tout à l'heure des modèles prédictifs concernant des patients atteints de grippe ou de Covid. On a des projets plus généraux en réanimation visant à prédire des événements hypotensifs. Dans le domaine de la rhumatologie, on a un projet visant à détecter de façon opportuniste sur des scanners abdominaux des patients qui ont un risque de refracture, de fracture de faible traumatisme. Dans le domaine de la cancérologie, on a un projet d'identification opportuniste de cancer colorectal à partir d'hémogrammes. Et puis, on a des projets d'ordre différent. On a un projet d'aide au diagnostic de codage PMSI. Il s'agit d'aider à l'identification des diagnostics et des actes réalisés pendant les hospitalisations à la PHP afin de mieux prendre en compte l'activité dans un objectif de financement, de tarification. Et puis, on a des projets qui visent à développer des outils d'extraction automatique d'informations à partir des comptes rendus textuels. Donc, il va y avoir un exposé spécifique sur cette thématique. Donc, diapositive suivante. Cette diapo, elle illustre en fait l'ambition de la PHP et de la direction de la recherche clinique, de la DSI, en ce qui concerne la data science et l'intelligence artificielle en lien avec l'écosystème IA et innovation à partir des données. Donc, nous, notre enjeu vis-à-vis des partenaires externes, c'est donc, on l'a expliqué jusqu'à présent, d'organiser cette offre de services Big Data, donc autour de la mise à disposition des données pour des équipes projets qui inclut évidemment qui peuvent tout à fait inclure des partenaires externes. Donc, nous, l'objectif, cette ambition, c'est d'accompagner le développement de l'IA et de la data science depuis la collecte des données jusqu'à la mise en place, dans le cadre du soin, auprès des personnels soignants, d'assistants numériques et d'aides décisionnelles. Et donc, ce qui est important aussi de mettre en avant, c'est qu'au-delà de la mise à disposition des données, nous mettons également en œuvre des solutions pour mobiliser l'expertise médicale, l'expertise clinique, qui est indispensable à la compréhension des données de l'entrepôt de données de santé et à leur adéquation pour répondre aux objectifs d'une recherche particulière. Et donc, ces efforts-là sont donc mis en place au sein de la DSI par les services plateforme Big Data, expertise données et recherche. Mais il y a 2 domaines et services qui sont en cours de construction au sein du département innovation données, qui sont le domaine data science et le laboratoire numérique, qui ont pour vocation d'appuyer ces projets d'intelligence artificielle, de contribuer à l'animation de la communauté data science au sein de l'AP, mais également en lien avec les partenaires extérieurs.
Donc, diapositive suivante. Alors, en pratique, comment accéder aux données de l'EDS lorsque vous êtes un partenaire externe de la PHP? Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous avez effectivement un contact médical au sein de l'AP, soit vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de contact médical au sein de l'AP, vous pouvez toujours, au travers du site de l'EDS, nous contacter afin que l'on puisse pouvoir mettre en place ces collaborations. Et si vous avez déjà des partenaires au sein de l'AP et des projets qui ont déjà été élaborés, la toute première étape, c'est d'évaluer la faisabilité de votre projet, de votre recherche sur ces volets techniques, réglementaires, éthiques et partenariales. Et pour ça, les personnes qui vont vous aider à ce stade-là sont les coordonnateurs de l'entrepôt de données de santé au sein des différents groupements hospitaliers et les data scientists qui, au sein des unités de recherche clinique de ces groupements hospitaliers, vont vous accompagner sur cet exercice. Alors, dès lors que la faisabilité de votre projet a été avérée, ce qu'il faut faire, c'est donc solliciter un avis du conseil scientifique et éthique qui se réunit tous les mois par rapport à votre protocole de recherche. Et dès que vous avez cet avis favorable, eh bien, la DSI va construire votre espace de travail et mettre à disposition les données. Lorsque, et c'est le cas évidemment dans le cadre de ces collaborations avec des partenaires externes, il y a une étape en parallèle à réaliser en lien avec la DRCI, avec le département de partenariat de la DRCI. Il y a une étape de contractualisation qui va permettre de traiter les sujets de propriété intellectuelle et de valorisation des données. Lorsque vos espaces donc sont mis en place, les habilitations sont données pour toutes les personnes ressources au sein de l'équipe projet et les données sont mises à disposition. Alors, des données qui sont déjà dans l'entrepôt de données de santé, en ce qui concerne les données cliniques, biologiques et les données les comptes rendus. En ce qui concerne des données massives telles que les données d'imagerie, en fait, qui ne sont pas recopiées de façon systématique au sein de l'entrepôt de données de santé, un processus est mis en place pour les migrer dans votre espace de travail et que vous puissiez les exploiter au même titre que les données cliniques biologiques associées. L'équipe se charge également de mettre à disposition, au-delà des données, éventuellement des solutions spécifiques à la recherche. Ça peut être des solutions d'annotation ou autres solutions d'exploitation des données. Et constitue donc l'ensemble données et solutions qui va vous être fourni pour la bonne réalisation de votre projet de recherche via le portail Jupyter. Donc la diapo suivante, elle vous liste les coordonnateurs de l'EDS. Diapo suivante. Donc, vous avez la liste des coordonnateurs de l'entrepôt de données de santé au sein des groupements hospitaliers et les data scientists qui vont vous aider dès le début du projet, de sa faisabilité jusqu'à la réalisation et vont vous accompagner lors de votre projet. Donc, lorsque vous aurez identifié des professionnels de santé, enfin des chercheurs au sein de l'AP qui vont s'associer à votre projet de recherche, eh bien, ces chercheurs connaissent ces contacts et vont se mettre en rapport avec ces équipes pour accompagner votre projet. Diapo suivante. En ce qui concerne la thématique data science et IA, on a eu au sein de l'AP avec des partenaires extérieurs, l'INRIA, Centrale Supélec, on a eu l'occasion d'organiser un certain nombre d'ateliers sur les sujets IA et entrepôt de données de santé et on a fait émerger un certain nombre de thématiques d'intérêt que je partage avec vous. Et bien sûr, c'est loin d'être exhaustif, donc n'hésitez pas
à partager des thématiques qui pourraient vous intéresser par ailleurs, au-delà de celles qui sont mentionnées ici. Donc, les thématiques qui avaient émergé lors de ces ateliers, c'était des problématiques autour de l'évaluation de l'anonymat des données. Bien évidemment, on a une priorité liée à la confidentialité des données et la sécurité des données. Et donc, c'est important pour nous, lorsque l'on met en place des process de désidentification des données, d'évaluer d'évaluer le résultat de ces processus et d'évaluer le degré d'anonymat des données. Et autour de cette thématique existait également notre capacité à générer des jeux de données synthétiques qui seraient très utiles, notamment pour les travaux en collaboration avec des partenaires extérieurs. Une autre thématique importante, et il va y avoir une présentation à ce sujet, c'est la problématique de la standardisation des données, de l'interopérabilité de données hétérogènes et la vérification des données. On a également des problématiques qui vont être également illustrées lors d'une présentation ultérieure, qui sont en lien avec l'extraction d'informations de données, d'informations à partir de données non structurées, qu'il s'agisse d'images, mais on pourrait évoquer également des séquences génétiques ou du signal. Enfin, on a un enjeu de qualification des jeux de données. L'enjeu pour nous, c'est d'être en mesure de nous assurer que les données que l'on met à disposition sont d'une qualité suffisante pour répondre aux objectifs d'un projet, d'une recherche ou de développement d'un algorithme d'IA, et d'avoir la capacité d'identifier d'éventuels biais qui pourraient être rencontrés par ces équipes du fait de certaines caractéristiques de nos données. Et enfin, une dernière thématique qui avait été évoquée, c'était les possibilités de représenter de patients, donc toutes les questions de jumeaux virtuels ou de phénotypage à haut débit permettant de caractériser finement des patients ayant un profil clinique particulier. Donc, en conclusion, en fait, notre objectif, c'est devant le constat que les données de vie réelle prennent une place croissante avec l'émergence de plateformes de partage de données. Alors, on parle aujourd'hui de l'entrepôt de données de santé de la PHP, mais il y a de nombreuses plateformes, qu'elles soient institutionnelles, académiques ou commerciales, qui ont pour objectif d'intégrer et de partager des données de santé à grande échelle. Et donc, si on se replace au niveau d'un établissement de santé, pour nous, les enjeux, c'est de poursuivre la mise en place de cet entrepôt de données de santé au niveau de l'AP, de renforcer notre expertise en sciences des données. Donc, on a ce nouveau domaine en création au sein du département. De développer des services au plus proche des professionnels de santé, leur permettant de s'évaluer, de s'améliorer, d'inventer la médecine de demain, d'où l'intérêt pour nous de faire atterrir du mieux possible et le plus rapidement possible ces assistants numériques auprès des professionnels de santé. Et puis, un autre aspect important, c'est de maîtriser les conditions du partage des données au sein de plateformes d'analyse, de faire valoir cette expertise clinique et méthodologique qui existe au sein des établissements de santé. Donc, voilà nos objectifs et notre ambition. Merci beaucoup à vous tous. Peut-être, du coup, il y a quelques questions qui se sont mises sur le chat. Je vais les lire, ce sera plus simple. Puis on avait une première qui s'adressait à nous tous, qui était de demander si les supports qui sont présentés seront disponibles. Donc, ils sont assez lourds, on les mettra, on les rendra disponibles sur le site de Datacraft. On pourra les rendre aussi disponibles sur le site du Sorbonne Center for Artificial Intelligence. Donc, vous pourrez avoir accès aux présentations.
Et puis, il y avait une deuxième question qui était assez générale, qui était pour Christelle, et qui était... Alors, hop, attendez, il faut juste que je la décale, voilà. En fait, comment est-ce qu'on évalue l'intérêt public d'une proposition de projet avant de donner un accord favorable? Donc, je pense que c'est comment en fait on évalue qu'il y a un intérêt public pour accéder aux données de l'entrepôt données de santé, et notamment est-ce qu'il y a des spécificités quand c'est des demandes qui émanent d'entreprises privées? Bonjour, bonjour à tous. Christelle, peut-être je commence. Oui, j'allais suggérer que tu répondes à cette question. Tu compléteras, tu vas m'aider. Bonjour à tous, Claire Hassan-Kodja. Du coup, je suis médecin de santé publique à la DRCI et je suis également vice-présidente du comité scientifique et éthique. Et donc, c'est déjà une partie de la réponse, en fait. Donc, il y a un comité scientifique et éthique qui s'est constitué pour évaluer l'ensemble des projets de recherche donc, qui visent à utiliser les données de l'entrepôt. Et donc, en fait, ce comité, il se prononce principalement d'un point de vue, en fait, réglementaire et éthique. Et donc, effectivement, ce comité, donc, qui est composé à la fois donc, de médecins, de chercheurs externes à la PHP également, de mathématiciens, pardon, en particulier, mais aussi de représentants de patients. En fait, donc, l'ensemble de ces professionnels s'assure que le projet soit pertinent et qui, bien sûr, qu'il y ait une finalité d'intérêt public pour les soignants, pour les patients. Voilà, donc vraiment, la gouvernance, elle est centrée autour de ce comité scientifique et éthique. Et effectivement, quand il y a collaboration avec un partenaire privé, le CSE s'assure bien donc, du rôle, en fait, de l'entreprise dans le projet. S'assure des conflits d'intérêts d'ailleurs éventuellement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre et s'assure aussi, donc il y a des règles en fait de gouvernance et donc le CSE s'attache en particulier donc au respect de ces règles, que l'on soit professionnel de la PHP ou professionnel externe, et notamment que les traitements de données par exemple ont lieu par défaut sur les serveurs de la PHP. Et voilà, et qu'on n'extrait pas des données dans tous les sens. Voilà, si ça peut répondre en partie à la question, peut-être Christelle, tu veux compléter? Non, je pense que ça répondait à la question posée par rapport à l'évaluation de la scientifique et éthique d'un projet en partenariat. Alors, il y avait une question, donc je vois, du coup, j'ai vu la réponse, hein, je vois que la réponse est complètement donnée. Sinon, n'hésitez pas, si on ne répond pas complètement à votre question, soit à lever la main et puis à prendre directement la parole, ou sinon à le remettre sur le chat. La question suivante, c'était, bon, déjà, merci pour ces présentations. Est-ce que l'entrepôt de données de santé peut être utilisé dans le cadre du soin, et particulièrement dans le diagnostic IRM, par exemple la détection de lésions, en collaboration avec des entreprises privées? Donc, c'est un peu dans le même ordre de questions. Enfin, je peux répondre en partie à cette question. L'entrepôt de données de santé, pour l'instant, il a été mis en place avec un contexte d'autorisation, avec des finalités précises, hein, qui sont des finalités de recherche, des finalités de pilotage. Mais dans l'image que j'ai présentée, évidemment, en ce qui concerne le développement de l'IA, l'objectif, c'est de faire aboutir dans le soin des assistants numériques ou des solutions d'aide décisionnelle et effectivement, dans le domaine de l'imagerie, un certain nombre de solutions qui vont accompagner le travail des radiologues. Mais il faut un process avant cela, hein. Il peut tout à fait y avoir des solutions, des dispositifs médicaux embarquant de l'intelligence artificielle qui soient proposés dans le cadre du soin à la paix, mais cette fois-ci, ça va être selon des modalités d'installation de solutions particulières dans le cadre du soin. Le rôle de l'entrepôt de données de santé va être plus pour
réaliser, enfin, dans le cadre du développement d'algorithmes et de l'évaluation d'algorithmes existants sur les données des patients de l'AP. Là, c'est dans ce contexte-là que l'entrepôt de données de santé peut être utile. Et donc, il s'agira, comme on l'a présenté, de préciser un projet de développement ou d'évaluation d'algorithmes d'IA au CSE et de réaliser ces travaux. Donc, on est plus sur des projets de développement ou d'évaluation en ce qui concerne l'entrepôt de données de santé. Alors, la question suivante, c'est en fait, combien de projets sont étudiés à l'heure actuelle et combien de projets sont en cours? Claire, Oui, je te laisse répondre. Alors actuellement, donc au total, il y a une centaine de projets qui ont reçu un avis favorable du comité scientifique et éthique, donc y compris donc les projets Covid présentés par Christelle précédemment. Du coup, on peut dire que ce sont donc des projets qui sont en cours parce qu'ils ont pour la quasi-totalité donc un espace Jupyter ouvert avec les données mises à disposition. Donc les équipes, elles travaillent actuellement sur ces environnements. Voilà, en fait, il faut savoir l'organisation du comité scientifique et éthique. Donc, à part pendant la période Covid où il a évalué les projets au fil de l'eau, ce sont des réunions mensuelles. Et en fait, on reçoit beaucoup de projets puisqu'à l'heure actuelle, il y a en moyenne, je dirais 4 à 5 projets, nouveaux projets qui sont soumis tous les mois. Alors, donc, il y a des projets qui vont recevoir un emblée d'avis favorable et des projets où là, le comité va adresser une liste de questions à l'investigateur. Et donc, voilà, il y a quelques allers-retours avec le comité, mais voilà pour répondre à la question. Et encore une fois, on vous renvoie au site de l'EDS. Vous avez l'adresse sur les diapos si vous voulez voir la totalité la liste totale de ces projets qui ont reçu l'avis favorable. Hein. C'est un engagement dans le cadre de ces travaux sur l'entrepôt de données de santé de rendre transparent les travaux réalisés sur cet entrepôt. Ensuite, il y a une question sur la dimension européenne. Est-ce que les autres pays européens ont ce genre d'initiative? Et dans l'affirmative, comment on se positionne en France sur ce sujet par rapport aux autres pays? Et c'est une question supplémentaire, en fait. Comment serait-il possible de mutualiser les données au niveau européen? Alors, déjà en France, la PHP a mis en place cet entrepôt de données de santé, mais d'autres CHU se sont orientés sur des projets similaires, dont certains ont d'ailleurs des dimensions régionales, voire nationales. Si on pense à Unicancer et aux entrepôts de données de santé des centres de lutte contre le cancer, au sein de la France, il y a on échange entre CHU sur ces projets-là pour essayer d'avancer plus vite, hein, puisqu'on rencontre évidemment des enjeux similaires. Au niveau de l'Europe, il y a évidemment des projets similaires. La PHP fait partie d'une alliance d'hôpitaux, de 9 hôpitaux européens de CHU qui sont particulièrement avancés dans ces domaines-là. Donc de la même façon, on échange sur nos avancées, sur nos pratiques, sur nos enjeux. Et puis, c'est dans le cadre de ces réseaux que se montent également des collaborations européennes qui peuvent se concrétiser dans des projets européens qui soient des projets H2020, plutôt académiques, ou des projets en lien avec l'industrie, et notamment l'industrie pharmaceutique. Et en termes de mutualisation des données, je faisais référence tout à l'heure à des plateformes académiques ou commerciales de partage de données, qu'elles soient régionales, nationales comme le Health Data Hub ou internationales, et qui se mettent en place. Nous sommes à l'AP partenaires de certains de ces projets. On a été engagé depuis de nombreuses années avec l'industrie pharmaceutique dans le cadre
du développement de plateformes qui permettraient d'exploiter les données d'entrepôts de données de santé pour supporter la recherche clinique et aider au recrutement de patients dans des essais cliniques et faciliter le transfert de données dans les bases de recherche clinique. On est également partenaire d'un réseau plus académique, cette fois-ci avec l'Université d'Harvard, pour partager des résultats, des données agrégées sur des données des patients Covid. Donc, il y a, oui, beaucoup d'initiatives. La France avance de façon notable sur ces sujets et elle est active sur ces domaines en Europe et dans le monde. Alors une question, est-ce qu'il serait possible, alors sans les citer, hein, mais d'avoir un exemple de projet refusé et en fait de comprendre pourquoi il a été refusé? Alors en fait, la réponse, elle est très simple. Il y a un projet qui avait été refusé au départ, mais simplement par immaturité en fait du projet. Donc il y avait trop peu d'éléments permettant de statuer et de rendre un avis favorable. Après, il faut comprendre une chose. Donc l'activité du CSE, on doit être maintenant à 3 ans, je crois que c'est concomitant de l'autorisation CNIL obtenue pour la constitution de l'entrepôt. Et en fait, au départ, on voulait, Christelle et Stéphane, vous me corrigerez et compléterez, on avait un enjeu en fait de faire connaître en fait l'entrepôt au sein de la PHP et même au-delà de le faire connaître, en fait, de le faire accepter parce qu'il y a quand même du coup un partage de données au sein de la PHP. Il faut savoir qu'il y a des compétitions, bien sûr, au sein même de la PHP, alors c'est fonction des spécialités, mais pour être la première équipe à publier sur tel sujet. Donc parfois même au sein d'une spécialité, c'est un peu tendu. Et donc, le partage même de données, déjà, c'était un challenge, en fait, d'arriver. Alors, moi, je n'étais pas là à cette époque, mais d'autres pourraient témoigner. Donc, c'était un challenge de faire accepter ce partage de données. Et donc, le comité, au départ, et d'ailleurs, il l'est toujours, il n'est pas dans une position, en fait, de donner un avis défavorable, en fait, sur la base de critères, je ne sais pas, précis, scientifiques. Enfin, le CSE, il est là surtout pour juger d'un point de vue éthique. Voilà, et parce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de projets, donc on ne voulait pas bloquer des projets de recherche, puisque c'est des projets en fait, qui ont permis quand même d'avancer sur la constitution de cet entrepôt, sur sa structuration, sur son appropriation par les professionnels de santé. Donc, c'est des premiers projets qui étaient très moteurs. Après, effectivement, il va peut-être se poser la question, maintenant, vu le nombre de projets déposés, déjà, les règles, elles sont un peu plus... on est un peu plus sévère déjà quant au dépôt, par exemple, donc des projets qui seraient déposés incomplets ou qui n'associent pas l'unité de recherche clinique avec de vrais manquements d'un point de vue méthodologique. Donc là, ce n'est pas des avis défavorables, mais déjà, on est un peu plus sévère et donc il y a des allers-retours avec l'investigateur, l'équipe en charge du projet. Mais peut-être qu'à terme, effectivement, après, est-ce que c'est le rôle d'un comité scientifique et éthique? Ça, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on sera plus... qu'il y aura une sélection effectivement des projets, parce que tous les projets ne pourront pas être menés. Voilà, ce sera peut-être une question à l'avenir. Alors, des questions qui sont liées en fait. Combien il y a de personnes au total au comité scientifique et éthique? Et est-ce que vous pouvez donner une estimation des délais d'analyse des dossiers entre le moment de dépôt et l'avis du comité scientifique et éthique? Oui, donc il y a eu 20 personnes nommées, je crois, et à chaque réunion, on est une dizaine, je crois, à peu près à participer, à évaluer les projets, en sachant qu'il faut être minimum 5 en fait, pour rendre un avis sur les projets. Voilà pour le CSE. Et ensuite, excusez-moi, vous disiez? Pardon. Oui, la question, c'est en fait, c'était avoir une estimation des délais en fait entre le dépôt du dossier et l'avis du comité. Alors, si c'est un avis favorable d'emblée, c'est très rapide. Dans le mois qui suit la réunion du comité, l'avis est transmis. Par contre, comme il y a pas mal de projets là où il y a des questions qui ont été posées, parce qu'on a des projets en plus qui arrivent avec des typologies un peu particulières, où on n'est plus uniquement sur des recherches sur données n'impliquant pas la personne humaine. Il y a des volets aussi prospectifs
qui impliquent la personne humaine. Donc, il y a aussi des échanges sur des questions éthiques, méthodologiques, scientifiques, mais aussi d'autres questionnements qui font qu'il y a des allers-retours. Et là, c'est difficile de donner une réponse. Bon, le CSE s'est toujours engagé à rendre un avis dans les 2 mois, mais s'il y a beaucoup d'allers-retours, forcément, c'est un peu plus long, quoi. Alors, une question plus en fait, d'organisation. On sait qu'il y a beaucoup d'entrepôts de données de santé en France. Est-ce qu'il y a des projets pour faire communiquer les entrepôts entre eux pour pouvoir lier des données qui sont par exemple à l'entrepôt de données de santé de la PHP et dans un autre hôpital, par exemple, non à PHP? Oui, je faisais allusion à ces projets-là, hein, de plateformes de recherche en réseau où il s'agit de mutualiser, d'intégrer des données multisources qui viennent de différents établissements. Donc, il y a au niveau français, c'est très certainement le Health Data Hub qui peut avoir, qui a tout à fait cette mission, donc de pouvoir intégrer des données pour un projet qui serait issu de différents établissements de santé et d'offrir en plus un environnement qui permet le chaînage de ces données aux données du SNDS, qui est intéressant parce que ça permet à des bases de données hospitalières de pouvoir être complétées par des données de prise en charge en ville et puis de pouvoir globaliser la vision de la prise en charge des patients. Donc ça, c'est évidemment au niveau français, la plateforme de partage de données fournie par le Health Data Hub est un exemple, mais il y a effectivement d'autres plateformes de recherche au sein desquelles des entrepôts de données, auxquels peuvent participer des entrepôts de données de santé français. J'évoquais tout à l'heure le consortium FORSEED qui a été mis en place à l'université d'Harvard, qui vise à partager des données agrégées de patients Covid. Nous sommes 2 CHU à participer à cette initiative, puisque Bordeaux est également connecté à cette plateforme. Et puis, il y a aussi une autre plateforme de partage de données qui s'appelle Odyssey, qui associe des données de plusieurs centaines de millions de patients au niveau international. Et de par nos choix de standardisation de données, Nicolas Paris y reviendra, avec le choix du modèle OMOP, qui est un modèle qui est préconisé par ce réseau, on s'oriente vers la possibilité de se connecter à cette plateforme internationale. Donc, il y a plusieurs modalités d'intégration de données issues des différents entrepôts de données de santé français. Est-ce que l'outil Jupyter dont tu as parlé, Christelle, est-ce qu'il offre un frame CNN de type GoogleNet ou Google Colab ou TensorFlow ou autre? Alors, ça va être une question un peu technique pour moi, je pense. Je ne sais pas si Stéphane peut y répondre ou je ne sais pas si Nicolas Paris est déjà connecté, qui va intervenir tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est déjà connecté et qui peut apporter des réponses par rapport à ces questions sur la plateforme. Mais Stéphane, tu as peut-être la réponse à la question. Oui, je sais j'ai déjà entendu parler de TensorFlow parmi les outils qu'on propose. Dans le détail, je ne pourrais pas tout dire. Peut-être que Nicolas nous en dira plus tout à l'heure. Oui. Mais pour les questions techniques, on vous renverra vers notre équipe technique pour avoir les réponses au plus juste. Très bien. Donc, on garde la question pour tout à l'heure et si on ne sait pas y répondre, on pourra aussi organiser un échange spécifique. Une autre question, est-ce qu'en général, il y a d'autres démarches réglementaires à réaliser en plus de solliciter le comité de l'entrepôt de données de santé? Est-ce qu'il y a puisqu'il peut y avoir des demandes de dérogation dans le cas d'un patient décédé, par exemple, et quelles sont les obligations d'information des patients lorsqu'il s'agit de données qui sont issues de dossiers patients?
Du coup, c'est clair, je peux commencer rapidement. Donc, du coup, l'EDS, sa constitution donc, a été autorisée par la CNIL. Donc, il n'y a pas de démarche de formalité supplémentaire à faire auprès de la CNIL. Donc, si c'est un projet donc, qui est réalisé sur la plateforme Jupiter, il peut associer des partenaires externes, mais sans export, parce que là, il y a des démarches supplémentaires comme la réalisation d'un PIA éventuellement à réaliser. Et aussi, il y a une déclaration de conformité à une méthodologie de référence de la CNIL en fait, qui a été faite pour toute la PHP, donc qui est la MR004. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en résumé, sauf si vous souhaitez par exemple apparier avec les données de l'hôpital avec les données du SNDS, où là, il faut faire une demande d'autorisation à la CNIL. En dehors de ce cas-là et d'autres cas dont je ne vais pas parler, en général, ce sont des appariements. Là, on est conforme, en fait, à la MR004 et donc il n'y a pas de démarche supplémentaire à prévoir. Bien sûr, on a une obligation d'information individuelle et collective des patients. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais donc il y a une information qui s'est mise en place donc, au niveau de la PHP avec une information dans les livrets d'accueil des patients en bas des comptes rendus médicaux, également par voie d'affichage dans les sites hospitaliers. Également le site internet sur lesquels donc, vous trouvez des informations dites réglementaires sur les recherches ayant reçu un avis favorable du CSE. Les résultats devront aussi être publiés. Puisque le site internet donc, est ouvert au public. Voilà pour ça. Je crois que c'est à peu près, ça répond à peu près à la question. Une question sur la façon dont on peut, les environnements en fait, pour se connecter. Est-ce que techniquement, quand on veut travailler sur les données de l'entrepôt données de santé, il faut être dans un environnement à PHP? Est-ce qu'il faut être sur place? Est-ce qu'on peut avoir un accès distant? Et est-ce qu'on peut même avoir un accès distant dans un autre environnement que celui de la PHP? Donc c'est possible sur les serveurs à distance. Et là, je laisse Christelle et Stéphane du coup répondre plus sur ça. Oui, donc, par défaut, on travaille sur la plateforme qu'on met en place pour accéder aux données. Donc ça peut être sur place ou quand on dit sur place, c'est en général sur les hôpitaux, éventuellement dans nos locaux sur certains projets. Mais sinon, on a ouvert un accès VPN à distant en début d'année pour que nos partenaires qui sont parfois un peu loin de Paris aussi puissent travailler directement dans nos environnements. Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est vrai que l'accès distant, ça date du début d'année, donc c'est vrai que c'est un gros changement. Il y a à nouveau une question sur, parce qu'il y a beaucoup de questions sur justement, est-ce qu'il y a des distinctions entre un acteur public qui voudrait avoir accès aux données de l'entrepôt de données de santé de la PHP et un acteur privé. Et donc, il y a une question qui est, est-ce qu'une entreprise privée peut déposer un projet afin d'obtenir des données d'imagerie, par exemple nécessaires pour développer une solution logicielle d'aide au diagnostic en deep learning? Donc oui, des entreprises privées elles peuvent tout à fait déposer des projets, accéder aux données. Donc la condition par contre, c'est que cette entreprise en fait s'associe à un professionnel de la PHP et donc par défaut, c'est le professionnel de la PHP qui va porter le projet donc en association avec l'entreprise. Et quand on dit obtention des données d'imagerie, donc c'est qu'elles seront mises à disposition, mais il n'y a pas de cession par défaut comme ça de données à l'entreprise. Après, bien sûr, les projets sont évalués au niveau de la DRCI par du coup le secteur en fait des collaborations académiques et industrielles. Voilà, ils sont vraiment experts en termes de pays, de valorisation pour voir le cadre qui serait le plus opportun pour la collaboration. J'ai l'impression qu'on a épuisé les questions. Merci. C'était il y a une question de dernière minute. Et la question, c'est est-ce qu'on doit développer soi-même le code du réseau de neurones ou juste le paramétrer dans Jupiter? Je ne sais pas qui. Je vais répondre. D'accord. En fait, a priori, on peut partir de zéro ou partir d'un algorithme déjà développé que vous voulez transposer. Et du coup,
évaluer, en tout cas entraîner sur les données de l'AP. Donc, les deux sont possibles. Un très grand merci pour toutes ces questions et toutes ces réponses. Je vous propose de passer au premier thème, en fait, un peu applicatif, qui porte sur le sujet de la computer vision. Et là, je vais donner la parole à Anis Acherar, qui est doctorant à Sorbonne Université et qui travaille sur les données de l'entrepôt de données de santé de la PHP.